Et en cette fin d'année, nous avons décidé de donner la parole aux femmes. L'année 2018 a en effet été marquée par l'émergence solide du mouvement MeToo qui était apparu en octobre 2017, avec cette conséquence, une prise de conscience mondiale sur les combats à mener pour les droits des femmes. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Kadjanine. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Kadjanine, vous êtes burundaise, vous avez été chanteuse, c'est comme cela que l'on vous a connue. Vous avez depuis quitté la scène, vous nous expliquerez pour quelles raisons. Et vous êtes aujourd'hui très engagée dans la lutte pour la défense des droits de l'homme au Burundi, mais aussi plus largement en Afrique, on va le voir. On vous a vu aussi au printemps dernier, au Festival de Cannes, où vous faisiez partie du jury de Cate Blanchett. Et avant d'aller plus loin, et de vous demander ce qui vous a marqué durant l'année 2018 qui vient de s'écouler, on va écouter un de vos titres les plus connus, Sambolera. Écoutez et regardez. Le monde Sambolera, notre monde perd la tête, les hommes de ce monde Sambolera ne mentent qu'à eux-mêmes. Voici la traduction, je crois, du début de cette chanson. C'était il y a plus de 20 ans. Est-ce que vous faites le même constat aujourd'hui? Hélas, je crains même que l'humanité ne recule. Encore plus. Pour quelle raison? Je pense que l'humanité recule au profit du profit. Je pense que le profit a pris la place partout, jusqu'à en perdre la tête, jusqu'à scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Quand on voit que toutes les COP 21, 22, 23, 24 se soldent par des accords à minima, des promesses impossibles, et qu'entre-temps, on étouffe de plus en plus, surtout les peuples du Sud, comme nous, qui polluons le moins et qui souffrons le plus. Donc l'humanité recule, et oui, au profit du profit. Vous pourriez la rechanter, cette chanson, aujourd'hui? Oh, vous savez, il y a tellement de chansons qu'on pourrait rechanter. Il y a des artistes qui écrivent ça depuis longtemps, que ce soit en reggae, que ce soit comme moi, en français, en anglais, tout le monde parle. Mais on vit dans un monde où ceux qui sont là-haut pensent qu'ils n'habitent pas sur la même planète que nous. C'est pareil pour les migrants, c'est pareil. Tout est globalisé, c'est-à-dire tout est global seulement pour le profit, pour l'argent. L'argent, il circule librement. Les humains, c'est un peu plus compliqué. La musique, c'était un bon moyen de faire passer vos idées, des messages aussi. Pour quelles raisons avez-vous arrêté? Pour plusieurs raisons, parce que c'est à ce moment-là que l'industrie prenait le pas sur l'artistique. Et en même temps, à un moment donné, on en a aussi assez de parler, parce qu'en fait, album par album, on répète la même chose autrement, vous voyez. Et à un moment donné, on a envie de faire. Arrêter de parler, de faire, même si ce qu'on fait est tout petit. On va passer maintenant au choix que vous avez fait, ce qui vous a marqué en 2018. Et on va commencer par les 2 prix Nobel de la paix, le Congolais Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes, et Nadia Mourad, cette jeune Irakienne qui est de religion yézidi, religion dont les fidèles sont persécutés, notamment par Daesh. Ils ont été tous 2 distingués pour leurs efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. Pourquoi ce choix? Un prix Nobel africain. Et puis le docteur Mukwege, j'ai le grand honneur de le connaître. Je l'ai vu juste avant qu'il aille à Oslo. Et pour nous, on attendait ce prix Nobel depuis longtemps. Et je vais d'abord parler de la jeune femme. Moi, ce que j'ai trouvé très beau, c'est qu'en fait, dans ce prix, il y a la victime et celui qui répare la victime. C'est-à-dire que Nadia était esclave
des djihadistes parce qu'elle vient d'une minorité persécutée. Et de l'autre côté, il y a cet ange dans les ténèbres, c'est ce grand homme qui pleure toujours. Avec tout ce qu'il a vu, il pleure encore. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à s'habituer à ça. Il ne s'est pas endurci, il a toujours cette humanité, cette sensibilité. Et aussi parce que je pense qu'il doit être mis en lumière. Et aussi, c'est une grande fierté pour nous, même si c'est une grande douleur. Parce que finalement, c'est en réparant les femmes qu'on le connaît. C'est-à-dire, c'est dans un chaos. Et moi, je suis particulièrement touchée parce que la première fois que j'ai été confrontée à ce viol destructeur, ce viol qui n'anéantit pas que la victime, qui anéantit toute une population, tout le tissu social, parce qu'on la viole devant ses enfants, devant son mari. Donc ça peut pas se réparer. Et puis surtout, elles accouchent des enfants de viol. Ça aussi, c'est quelque chose d'horrible. Et alors moi, la première fois que j'étais confrontée à ça, on m'a appelé, j'étais à Bruxelles, on m'a appelé parce qu'il y avait une jeune fille à l'hôpital qui arrivait c'était juste à l'époque du génocide au Rwanda, qui arrivait du Rwanda et qui donc, on m'a appelé parce que nous parlons la même langue, nous sommes des peuples cousins. Et donc, je suis allée la voir, elle s'appelait Clémentine. Clémentine, quand le génocide a commencé, elle a voulu rentrer chez elle. Et en arrivant dans sa rue, elle est tombée sur des copains, des enfants, des garçons avec lesquels elle a grandi. Ce sont eux qui l'ont violée. Ils n'ont pas fait que la violer. Ils ont introduit un chiffon imbibé de pétrole ou d'essence en elle et ils ont allumé. Donc, l'intérieur de Clémentine était détruit. Et alors le médecin m'a appelé. Il était tellement désarçonné, c'est un grand professeur, et qu'à un moment donné, il m'a dit « Madame, qu'est-ce que je fais? Si je ne l'opère pas, elle meurt. Si je l'opère, je ne suis pas sûre de la suite. » Alors j'ai dû prendre cette décision. J'étais comme la famille de Clémentine, opérée. Puis Clémentine est rentrée au Rwanda. Je suis allée au Rwanda 3-4 fois, je l'ai cherchée, je ne la trouve plus. Et je crains qu'elle soit morte, parce qu'à ce moment-là, les techniques de la paroscopie, les techniques d'aujourd'hui pour réparer ces femmes n'étaient pas aussi avancées. C'était il y a longtemps. Et donc, Clémentine c'est là. Et donc, ça me touche encore plus parce que j'étais confrontée. J'allais la voir tous les jours. C'était comme ma fille. Et c'est incompréhensible. Elle-même, elle ne comprend pas. Et comment ? Alors, quand je vous dis que l'humanité recule, c'est partout comme ça, aujourd'hui. Et vraiment, je ne suis pas une féministe de point levé. Je suis pour la justice ou contre les injustices. Et il s'avère que les femmes, malheureusement, font partie de toutes les injustices et qu'elles payent chaque fois double, triple peine. Non seulement elles sont migrantes, mais en plus elles se font violer. Non seulement elles sont migrantes, mais elles sont esclaves. Non seulement elles sont migrantes, mais elles se font frapper. Donc les femmes prennent double, triple, quadruple peine. Et ça, on ne peut pas être indifférent. Puis j'étais avec Cate Blanchett à Cannes. On va y revenir tout à l'heure sur Cannes, mais je voudrais d'abord qu'on écoute justement Denis Mukwege, qui a eu un discours extrêmement fort au moment où il a reçu son prix Nobel à Oslo. Écoutez et regardez. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. Pillés pour leur pouvoir, pillés pour leurs richesses et leur gloire, pillés aux dépens des millions d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, abandonnés dans une misère externe, tandis que les bénéfices de nos minéraux finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prédatrice. Mesdames et messieurs, amis de la paix, c'est au nom du peuple congolais que j'accepte le prix Nobel de la paix. C'est à toutes C'est un discours extrêmement fort. On sent l'émotion, Denis Mukwege, vous l'évoquiez tout à l'heure. Il y a des choses auxquelles on ne s'habitue pas. J'ai regardé ça en direct, évidemment, parce que aussi j'ai la chance d'avoir un ami et un filleul qui sont médecins et chirurgiens et qui vont opérer régulièrement, enfin plusieurs fois par an avec le docteur Mukwege. Et donc c'est grâce à eux que j'ai pu le rencontrer. Ça fait quelques années qu'ils le font. Mais c'est fou que depuis le temps qu'ils parlent,
C'est ça, moi, qui me révolte. Ça me révolte. À la fois, ça me réjouit, ce prix Nobel, mais en même temps, ça me révolte. Depuis le temps qu'il parle, depuis le temps qu'il alerte le monde, c'est un homme courageux, c'est un homme engagé. Il parle fort, il parle politique. On a failli le tuer pour ça. Il parle politique. Il parle politique. Il y a quelque chose quand même, parce que là, il a une résonance mondiale quand il est à Oslo, quand il a ce prix Nobel de la paix. Est-ce que pour vous, ce type de discours, ça peut être un élément déclencheur sur le continent africain? Est-ce que allons-y. Est-ce que Denis Mukwege pourrait être un successeur de Thomas Sankara, par exemple? Est-ce qu'il pourrait incarner ça, cette volonté de changement en Afrique, notamment au niveau démocratique? Je pense que je ne lui souhaite pas. C'est un panier à crabes et il pourrait pas. C'est mon avis. Il pourrait pas réussir tout de suite. Mais par contre, sa parole compte. Sa parole compte. Sa parole porte. Sa parole compte. Sa parole porte. Et il n'a pas peur de parler. Il a failli se tuer pour ça, parce qu'il dérange le docteur Mukwege. Mais il est surtout aussi, mais nous y reviendrons sans doute plus tard, il est surtout très engagé auprès des mouvements citoyens. Il va les voir. Il est avec eux et il n'a pas peur de se montrer. Mais cet homme est un saint, mais il ne peut pas changer les choses tout seul. Ce qui change, c'est la vie de ces femmes qui passent dans ses bras, parce que c'est pas dans ses mains, c'est dans ses bras, parce qu'il les prend dans ses bras. Ce viol arme de guerre, ce n'est pas seulement au Congo, c'est partout, il y a des conflits, c'est au Burundi. Le nombre de femmes violées au Burundi, mais il est infini, on les compte même plus. Parce que c'est une arme à la portée de tout le monde et qui est une arme de destruction massive. Il faut que ça s'arrête. Et puis, on est fatigué des discours. On est fatigué. Tout le temps, on vient, voilà, je suis là de nouveau, je parle des viols, des femmes violées. Oui, et alors? On sent un bouillonnement quand même de la société civile. Vous l'accompagnez, ce bouillonnement. Et d'ailleurs, ça fait partie, c'est un de vos autres choix pour l'année 2018. C'est donc de revenir sur la tenue de l'UPEC. L'UPEC, c'est l'Université populaire pour l'engagement citoyen. Ça s'est tenu à Dakar en juillet dernier. Et on va écouter Fadel Barro, journaliste sénégalais et membre fondateur en 2011 du collectif Y en a marre. Regardez. Tout ça ne serait que de l'histoire passée. Parce qu'il y a une Afrique qui arrive. Il y a une Afrique qui se construit. Il y a une Afrique qui vaut la peine. Il y a une Afrique qui suscite de l'espoir. Et c'est cette Afrique-là qui verra le jour. Et tous ces affres-là, tout ce que les gens racontent, ne seront que du passé. Parce que dans le fond, à l'échelle de l'histoire, c'est nous qui resterons. Parce que nous avons la parole vraie. C'est nous qui resterons. Parce que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais nous le faisons pour l'Afrique, pour les enfants de l'Afrique. Nous vous remercions. Alors là encore, c'est du discours, mais il y a ce point levé. On vous a vu sur ces images furtivement. Vous étiez là-bas. Pourquoi avoir fait ce choix? Je n'ai pas fait le choix, je n'étais même pas au courant. Non, mais pourquoi avoir choisi de mettre à l'honneur l'UPEC? Pour les mêmes raisons, je veux dire. Là, on parle d'une Afrique qui a 70%. Sa jeunesse, 70% de la population africaine est jeune. Alors, on les retrouve sur des canoës à pied dans les déserts. Ils meurent dans les déserts et dans les mers, pour certains. D'autres sont démunis, n'ont pas de travail. C'est une jeunesse oubliée. Et là, à l'UPEC, j'ai rencontré une génération, parce qu'on va arrêter de les appeler des jeunes, une génération engagée, forte, qui change les choses sur le continent. Ils ont le pouvoir, ils ont compris que comme dirait le mouvement Ballet citoyen, notre force, c'est notre nombre. Ils ont compris, ce sont des intellectuels, ils sont tous instruits, ce ne sont pas des gamins. Mais, alors ce qui me surprend le plus, c'est que l'Afrique avait consacré le sommet de l'Afrique 2017 à la jeunesse, etc. Mais ça accouche toujours d'une souris. Ce sont des sommets qui coûtent une fortune. On pourrait en construire des écoles et des hôpitaux avec cet argent, ces gens qui vont se balader chaque année. Bref. Et donc, moi, ce que je trouve que c'est cette jeunesse dont on parle, on lui laisse pas la place. Mais en même temps, elle prend sa place. Ces mouvements citoyens, qui se passe quand même. Ces mouvements citoyens, ces jeunes gens-là, cette nouvelle génération, et puis ça vit en prison. C'est-à-dire ils sont non violents, ils sont apolitiques, non violents. Ils demandent des choses très simples, de l'eau courante, ils demandent de l'électricité, ils demandent le minimum, des écoles dignes de ce nom. Ils demandent le minimum auquel chaque citoyen a droit. Et ils finissent en prison pour ça. C'est-à-dire qu'eux, ce sont des mouvements citoyens et finalement, ils sont emprisonnés comme des prisonniers politiques. Mais ils ne sont pas là pour faire de la politique. Il y en a sans doute qui en ont bien la capacité. Mais ce que je voudrais simplement dire, que ces jeunes que vous avez vus, là, les Barreau, les Bauma, les Luc...
Kouloula qui a été assassiné, qui a été brûlé vif dans sa maison à Bukavu au mois de juin dernier. C'est une tragédie, juste parce qu'il s'est levé pour parler. Je veux simplement dire que c'est un peu comme la migration. Vous voyez, l'Europe en parle des migrants. D'ailleurs, elle divise l'Europe. Les extrêmes gagnent, enfin, grâce, entre guillemets, à ça. On parle beaucoup de l'immigration en Europe. Les mouvements citoyens, ils sont reçus aux Nations Unies, sont reçus à l'Europe. Mais l'Afrique les ignore. Moi, j'aimerais bien que le président Kagame, que je respecte énormément, prenne la peine. Le président rwandais, oui. Le président rwandais, je parle surtout au président de l'Union africaine, dans ce cadre-ci, prennent la peine de recevoir ces mouvements citoyens pour les écouter. Ils ont des choses à dire, ils ont surtout des choses à proposer. Et c'est pareil pour les migrants. L'Afrique, le silence de l'Afrique est assourdissant. Nous avons des enfants qui viennent de l'Afrique, qui fuient le continent. Et l'Afrique ne dit rien. Vous savez ce que l'Afrique fait? L'Afrique, elle accepte, certains pays acceptent de l'argent pour une rétention de migrants, pour qu'ils les empêchent de sortir. Mais c'est une honte. Mais c'est une honte des deux côtés. C'est une honte pour ceux qui payent pour qu'on les retienne, et c'est une honte pour ceux qui les retiennent parce qu'ils n'arrivent pas à leur proposer un avenir. Kadjanine, j'aimerais qu'on vienne sur ce festival de Cannes, cette 71e édition, où vous avez été jurée auprès de la présidente, Cate Blanchett. Est-ce qu'être une femme africaine faisant partie de ce jury, c'était aussi un symbole, quelques mois après le déclenchement de MeToo notamment? Il fallait que vous soyez là, on vous a choisi aussi pour cette raison. Je ne me suis pas posé la question de pourquoi on m'a choisi. J'ai dit oui tout de suite, pour toutes ces raisons que vous dites, parce que moi, je considère que l'Afrique doit être vue, que l'Afrique mérite d'être vue, que l'Afrique est un grand continent et que l'Afrique est un pays de création. Il y a beaucoup de films africains. Et donc moi, j'étais très heureuse de évidemment, c'était aussi une espèce de stress. Je me dis, malgré tout, je monte les marches avec le continent. Vous avez aussi accueilli ces 16 actrices aussi françaises, noires et métisses, qui voulaient dénoncer la sous-représentation des personnes noires dans le cinéma français. Vous avez été solidaire de ça? Mais je suis solidaire de toutes les causes justes, en réalité. Et là, il était évident qu'en étant femme noire, membre du jury du Festival de Cannes, je ne pouvais pas ne pas aller chercher mes sœurs et mes filles et monter les marches avec eux, ou les accueillir d'en haut des marches. Parce que leur cause est juste, parce qu'elles en ont assez. Elles en ont assez d'être harcelées. Parce qu'elles sont femmes, bon, harcelées comme toutes les autres femmes, mais en plus elles sont noires. On leur dit des choses du genre ah non, mais c'est pas la peine de venir au casting une avocate noire, non, ça n'existe pas. Enfin, on leur propose toujours des rôles de femmes de ménage, voilà. Et elles en ont marre. Elles en ont marre parce qu'il n'y a pas de raison. Je veux dire, dans d'autres pays comme aux États-Unis, par exemple, il y a des femmes noires ou des hommes noirs qui portent des films, qui portent des séries. Et ici, ça traîne la patte. J'étais très heureuse de C'est une très belle expérience humaine et aussi... Évidemment, c'était très axé sur la femme, la défense de la femme. Ah non, mais c'est un souvenir qui me restera. J'ai rencontré des gens que je n'aurais rencontrés nulle part. Merci Kadjanine d'avoir été avec nous sur le plateau du 64 minutes pour cette fin d'année 2018. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.